retrouve pour une petite séance FAQ. Après une grosse journée. Une belle journée sur la Clio. Vous pourrez voir la vidéo de la Clio sur ma chaîne. Du coup, on a fait des stories. Voilà, pour recueillir des questions que tu as eues aussi sur ta chaîne YouTube. Tout à fait. Les clients qui nous posent des questions quand ils sont avec nous, etc. Bref, on a tout condensé. Et puis des questions aussi qu'on voit régulièrement paraître sur les pages Facebook, etc. Donc, qui nous sont adressées. On n'a pas forcément parfois le temps de répondre. Ou quand on y répond, il y a parfois des interférences avec d'autres personnes. Donc, on va pouvoir là vous donner notre point de vue. Exactement. Okay. Bon, alors du coup, qu'est-ce qu'on a sur la liste en premier? Allez, première question. On nous a demandé c'était quoi la différence entre les stages 1, 2, 3, 4. Alors, on est obligé de parler en stage pour une question de découpage tarifaire. C'est-à-dire que moi, j'aime pas parler en stage. Quand vous venez chez Boris, chez Mo, chez n'importe quel revendeur RS1, on fait un réglage de votre voiture en fonction des déjà sur mesure et en fonction de la configuration du véhicule, des pièces qui sont montées dessus, en fonction de vos besoins à vous. Voilà, si vous voulez plus ou moins de puissance, plus ou moins de couple, bref, on respecte vos envies. En fonction de l'état de santé du véhicule aussi. Donc on fait vraiment un réglage pour la voiture et seulement pour votre voiture, quoi, clairement. Donc c'est pas parce que vous venez avec une configuration sous un stage 3 que je vous balance bêtement un fichier stage 3. C'en est clairement le cas sur ta voiture aujourd'hui, où c'est une configuration stage 3, mais on n'est pas dans un vrai gros stage 3 comme on a pu faire par le passé, quoi. Après, c'est sûr que tout le monde parle de stage, donc on comprend tout à fait quand on nous contacte. Voilà. On nous demande stage 1, stage 2, stage 3, stage 4, blablabla. Le stage 1, pour faire simple, c'est la première étape de la reprogrammation d'un véhicule, c'est simplement une reprogrammation sur la cartographie moteur. Il n'y a aucune pièce performance. Ouais, il n'y a pas besoin de pièce performance. À la limite, il y a un petit filtre à air sport et un catback. Ouais, mais le catback, il n'apporte pas de performance, donc c'est juste pour le bruit, quoi. C'est pas des pièces qui vont augmenter la puissance de la voiture en soi. On va parler du stage 2 à partir du moment où on va faire une modification du catalyseur. C'est ça, ouais. Catalyseur sport ou des catas. Là, on rentre dans la catégorie stage 2. Et là, le stage 2, là, il s'ouvre. On peut y ajouter un échangeur, des injecteurs quand on a l'éthanol, une pompe, certains types d'injecteurs selon les configurations. On y reviendra, il y a une question sur le sujet plus tard. Et là, du coup, le stage 2, il va évoluer selon la configuration. Et c'est là où Valentin fait son travail de cartographie et il adapte la cartographie par rapport aux pièces qui sont en place sur la voiture. Ouais, parce que c'est ça, si vous venez chez nous et que sur votre véhicule vous avez simplement un décata et que tout le reste est d'origine, c'est considéré stage 2. Vous êtes dans la tranche tarifaire stage 2, mais on fera un réglage selon votre config, donc juste un décata et rien d'à côté, quoi. Si un autre client vient derrière et que lui il a décata, injecteur, pompe, il sera aussi dans un stage 2, mais avec des paramètres plus poussés, plus optimisés pour ces pièces-là. Stage 3, on considère un stage 3 du coup là à partir du moment où on modifie le turbo. Donc souvent c'est des turbos hybrides. Sur la tienne, même si on a encore un cata primaire d'origine et un échangeur d'origine, c'est considéré stage 3 parce que tu as mis un turbo hybride. C'est ça. Maintenant, on ne sort pas la puissance d'un vrai stage 3 avec un 21T qui va chercher 320 chevaux quand même. Là, on est en dessous, on est à 280 chevaux, mais c'est quand même un stage 3. C'est ça. Et typiquement, un stage 2 optimisé à bloc, avec toutes les pièces perf qui vont bien, pourrait arriver aux mêmes puissances. Bon, pas sur une Clio. Ouais, peut-être pas sur une Clio. Ouais, on serait à Clio 4, Clio 4 stage de éthanol, on fait du 260-265. Ouais, c'est intéressant. On serait pas aussi haut. C'est vrai que mais par contre, tu as un stage 3, si je règle la pression turbo très basse, je peux sortir des performances d'origine, malgré qu'il y ait un turbo de hybride et que ce soit un stage 3. C'est qu'une question de réglage, mais on se base sur les pièces principales qui sont montées sur le véhicule. Et puis après, pour avoir une grille tarifaire, il faut bien qu'on donne des cases dans lesquelles vous allez rentrer pour qu'on puisse donner des tarifs. Autrement, après, ça n'a pas de sens. Et puis un client arrive, ce sera la tête du client. C'est ce que j'allais dire. Tiens, toi on va te faire à 700, toi on va te faire à 800. Toi tu vis, toi tu crèves. Il faut que vous rentriez dans des cases pour qu'on puisse vous proposer des tarifs équitables entre chaque personne. Voilà ce que c'est qu'un stage et comment nous on les met en place. On les perçoit. Et puis pour finir, stage 4 du coup, c'est simple, c'est le moteur est forgé. Il y a plusieurs façons de forger. On va basiquement faire biais le piston. Après on peut aller plus loin, on peut mettre des soupapes forgées, on peut mettre des ressorts de soupapes, on peut aller beaucoup plus loin. Mais le truc de base c'est biais le piston forgé et un gros turbo. Là c'est du stage 4. Et après, il n'y a pas de stage au-dessus. On est déjà dans une configuration, c'est sur de la grosse puissance, du sur-mesure totale. Voilà.
Pareil, on y reviendra dans une autre question derrière. Les stages 4 aujourd'hui sont souvent utilisés sur Mégane. Sur Clio, c'est beaucoup plus rare. Il y a des gens qui en ont fait. Et voilà, nous, on verra ce qu'on fait à ce sujet-là. À quand une Clio 4 RS stage 4 chez RS Alsace et RSM Concept? Et ben ça on attend le client. Non mais c'est vrai, c'est que bon, moi j'ai pas de Clio 4. Boris il a fait son projet stage 3 sur sa Clio 4. Bon bah maintenant il faut trouver le client qui a une Clio 4 qui veuille faire un stage 4 et qui a le budget pour faire un stage 4. Qui a le budget, qui a le temps, qui est capable d'immobiliser sa voiture voilà, pendant une ça, semaine, voire 15 jours pour que ce soit chez moi à Paris ou ici en Alsace chez Valentin ou ailleurs dans le réseau. Là, il y a du travail. Il faut ouvrir le moteur, il faut faire plein de choses. Il faut amener la voiture au bout. Le mieux c'est de la mettre sur un plateau, la poser, la laisser. Et puis derrière, faut le budget. On est sur des choses qui vont 15 000, 20 000 euros. Ouais, s'il y a un client qui souhaite le faire et qui veut venir vers nous pour le faire, nous on l'accueille de bras ouverts, on y va. Techniquement parlant, ça c'est pour le réglage, etc. Ça sera pas du tout un problème, hein, ça on sait faire. Ça c'est tout à fait possible d'être fait. Et de la même manière dont on parlait des stages, stage 3, etc., il y a différentes étapes, comme expliquait Valentin, dans le stage 4, où on peut aller, on peut faire pas mal de choses. C'est ça. Et c'est... on pourrait sortir 350 chevaux comme 400 ou un peu plus. La Clio, on verra jusqu'où elle peut aller. Et les Clio, elle a son problème. Sa limitation. Sa limitation avec sa boîte et ses embrayages. Mais on peut, nous, on est tout à fait ouverts pour y aller. Et on vous attend sur ce sujet-là. Exactement. Il n'y a pas de problème. On nous demande quand est-ce qu'on revient chez Sanchez à Salles-sur-Sanne. Chez Mathieu. Ouais, ça toujours bien accueilli chez Mathieu. Toujours. Je ne sais pas s'il regardera cette vidéo, mais on est toujours très très bien accueillis. La première année, la seconde. C'est vrai que ça a eu du succès. Ça a eu beaucoup de succès. Chaque session chez Mathieu, gros succès. Donc on nous en redemande. Moi régulièrement, on me sollicite là-dessus, quand est-ce qu'on revient, etc. Généralement, on essaie de descendre une fois par an. On aimerait bien le faire 2 fois par an. On va essayer de faire 2 fois par an. Après, 2 fois en 2024 en tout cas. 2 fois en 2024. Après, ça va dépendre aussi de nos disponibilités respectives. Voilà, puis de Mathieu aussi. Voilà. Et Mathieu, je veux dire, c'est pas Mathieu, on va chez lui, c'est lui qui nous reçoit, donc il faut qu'il soit OK pour nous recevoir. Il faut qu'il ait le temps de le faire. Il ne faut pas qu'il ait des opérations commerciales ou autres aussi à ce moment-là. Donc il faut que se goupiller. Mais le projet, l'idée est de descendre 2 fois en 2024, soit Valentin et moi, comme on l'a fait encore au mois de juillet, ou avec Fabien et moi, Fabien Valentin, enfin en tous les cas, qui est des gens de l'équipe RS1 qui descendent là-bas. Exactement. Donc ça, on va. Il n'y a pas de date précise pour l'instant. Mais ça sera. On va essayer de planifier ça vers printemps-été, et après été-automne, quoi. Mais après, moi personnellement, je sais que j'ai pour projet. Alors ça se fera dans l'année, certainement à l'automne. Enfin, je verrai quand. Une autre opération chez Ponthierry avec Michel Faure. Je sais qu'on en a parlé avec lui. Il est tout à fait enclin. Et puis le responsable patron de la concession aussi. Donc on verra comment ça s'organise. Et puis on aimerait bien aller dans d'autres concessions Renault Sport. Voilà, Renault Sport La Brède. La bouteille et la mer, jeté comme ça. Comme ça, bon, si jamais pareil, il regarde la vidéo ou quelqu'un qui te connaît regarde la vidéo, parlez-lui-en parce que aller là-bas, c'est un garage Renault Sport très connu en France et on aimerait bien être dans le coin et passer là-bas. Donc je crois qu'il y en a aussi à Royan et l'autre ville à côté dont je me souviens, le nom m'échappe là. Puis même s'il y a d'autres professionnels qui ont un bel atelier, qui veulent nous recevoir et tout, avec grand plaisir. Hein. Ça, on étudiera un peu les propositions, mais avec plaisir. Voilà, donc on est toujours ouvert à se déplacer et à apporter nos savoir-faire là où sont les clients. Il n'y a pas de problème. Quelle taille d'injecteur mettre sur ma Mégane 3 RS pour ma préparation? C'est un sujet vaste, ça a fait couler beaucoup trop d'encre sur les réseaux. Il y a beaucoup qui vont préconiser du 1000cc tout de suite sur du stage 1. Le 1000cc, c'est ce qu'on utilise sur la Mégane 3 RS de 620 chevaux à l'éthanol qu'on a fait avec GNR. Et ça tourne riche. Enfin, je veux dire, en duty cycle, on est large. Ça tournait riche, donc on a dû drastiquement baisser les demandes, les consignes dans la carte, etc. Bref, donc déjà 620 chevaux, 1000cc, ça passe large, donc déjà pour du stage 1, aucune utilité, stage 2, aucune utilité, stage 3, aucune utilité. Donc en gros, le 1000cc, c'est vraiment du lard pour les cochons. C'est toujours pareil, toujours plus gros, toujours plus haut, donc forcément ça donne envie, mais souvent il n'y a pas de bénéfice à mettre un 1000cc. Non, en fait c'est surtout que les gens essaient de compenser un problème en amont des injecteurs, ce qui est l'alimentation en fait. La pompe à essence, le puits de jauge et les durites, les canalisations. C'est ça le point faible sur la Mégane RS.
quand vous soignez cette partie-là d'alimentation, vous n'êtes pas obligé de mettre des gros injecteurs pour pouvoir arroser en fait. Donc non, moi c'est simple. Chez nous, stage 1, stage 2 éthanol, 720 cc. Voilà. On peut préconiser aussi du 870 cc s'il y a désir par après de faire évoluer la configuration sur du stage 3 ou du stage 4. Donc on anticipe un peu la demande, on propose du 870 cc, voilà. Mais sinon on est plutôt sur du 720 cc. Moi j'aime bien travailler sur le 720 cc, alors pas pour une histoire de calibration, etc. Ça c'est des conneries, c'est juste que si on doit comparer vraiment entre le 720 cc et le 870 cc, si on met de côté l'histoire de débit qui est différent, effectivement, le 720 cc a une meilleure pulvérisation que le 870 cc. D'accord. Je suis pas en train de dire que le 870 cc a une mauvaise pulvérisation. Je dis juste que le 720 cc a une meilleure pulvérisation et qui, logiquement, donne un meilleur remplissage, un meilleur mélange de l'air et de l'essence, du carburant. Donc voilà. Donc, on dit stage 1, stage 2, 720 cc, largement assez en duty cycle, en débit, en tout ce que vous voulez. Alors stage 3 ou 85, je mets d'office du 870 cc. Stage 2, on se pose la question. 720 ou 870 en fonction des idées du client par la suite. Voilà. 1000 cc, c'est moi je ne le propose pas de moi-même. J'en règle évidemment des 1000 cc parce que j'ai des clients qui viennent avec des configs déjà des 1000 cc dessus. Donc on les règle évidemment. Ça c'est important, c'est important de le dire parce que il y a des clients qui viennent même avec des 630 DDK. Ouais. Voilà, entre autres Fabien, je sais que dans le sud il en a fait. Le client qui vient avec 630 DK, on va lui préconiser de passer sur des 720 ou des 870. Et si vraiment il nous dit non, moi je vais garder mes 630, Valentin va lui faire une carto, comme on parlait tout à l'heure sur l'histoire de stage adapté au véhicule, et on lui fera sa carto sur les 630. C'est pas un problème, les 630, voilà. C'est pas un mauvais injecteur, il fonctionne bien, quand c'est pas une copie évidemment, il est juste un peu fragile. Voilà, il est juste un peu fragile. Par contre, il a toujours bien fonctionné cet injecteur-là, quand il est bien réglé dans la carto, quand il y a une bonne pompe au cul, il fonctionne bien, il n'y a pas à dire. Mais c'est vrai qu'il est fragile, donc c'est pour ça que il y a déjà maintenant plusieurs années, on s'est orienté sur du Bosch, parce que c'est beaucoup plus fiable tout simplement. Voilà. Donc tout ça, vous le retrouvez sur le shop de Valentin. Depuis quelques temps, là, depuis un mois et demi, tu mets ça sur ton shop. C'est ça. Injecteur, pompe, indépendamment l'un de l'autre, et puis tu proposes aussi des packs. Aussi pour avoir un tarif un peu préférentiel. Tout à fait. Donc dorénavant, quand vous passez par moi pour avoir des injecteurs pour vos prépas, je vous renvoie vers le shop de Valentin pour que vous puissiez les acheter en direct sur son shop. Et il me les envoie, ils sont livrés directement au garage, et ensuite avec le garage, on s'occupe du montage. Exactement. Voilà. Je crois qu'on a fait. C'était très rapide comme tour, mais voilà. Après, chacun a sa manière de fonctionner. Je critique pas celle des autres, mais voilà, moi ça c'est la mienne, et c'est, je pense, la plus logique quand on se base sur des faits, quoi. Quand on log, quand on regarde les duty cycles, les temps d'injection, etc. Ça paraît logique de pas mettre du 1000 cc sur du stage 1. Et dans la mécanique, surtout dans la préparation moteur, il n'y a pas de qui peut le plus, peut le moins, c'est pas vrai. Sinon, Renault Sport aurait mis des 2000 cc tout de suite, ils auraient mis un G30, un gros turbo tout de suite pour faire 250 chevaux. Non, ils l'ont pas fait. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est toujours une histoire de compromis. Il faut toujours faire un choix, être le maximum entre deux pour avoir de l'agrément et en même temps avoir de la puissance, bref. C'est comme ça que ça se passe. Ok, bon, voilà. Je pense que c'est clair à ce niveau-là. De toute façon, il y aura toujours un débat sur ces injecteurs. Ça reviendra forcément, mais voilà, la politique chez RS1 et RSN Concept, c'est 720 ou 870, et voilà, ça va dépendre de votre config, de votre projet. Parfois aussi, il faut le dire, de ce que notre fournisseur va nous envoyer. Il y a des fois, les 720, ils sont il y a aussi ça, oui. Effectivement, une fourniture qui a plus de 720 et ça peut durer longtemps, donc on va proposer les 870. Même sur du stage 1. Même sur du stage 1, mais de la même manière, ils sont réglés parfaitement et calibrés pour le véhicule. Voilà. Et si vous voulez du 1000 cc, venez avec un projet à 600 chevaux. Voilà, pareil. Venez, on vous fera ça. Qu'en est-il des assurances et des garanties constructeurs? C'est clair et net, ça saute. Ça saute. Ça saute. C'est pas homologué et c'est pas homologable en France. En dehors de personnes qui posent des boîtiers homologués sur des véhicules pour tourner à l'éthanol, il y a rien. Il y a des conditions avec les boîtiers. Alors que le boîtier soit homologué, il faut que la voiture soit sous une certaine puissance fiscale, etc. Les 14 chevaux fiscaux. S'il y a des conditions, en plus de ça, il y a des conditions, mais alors la reprogrammation d'un calculateur moteur vous fait sauter votre homologation, et du coup, votre assurance ne vous assure que pour un véhicule qui est homologué pour rouler sur route. Et du coup, vous n'êtes plus assuré, il faut le savoir. Nous, sur nos devis
facture, conditions générales de vente, c'est noté noir sur blanc. Donc quand vous venez chez nous, vous le faites en connaissance de cause. Maintenant, il faut bien avoir en tête que vous modifiez quoi que ce soit sur votre voiture, l'homologation, elle saute. Oui, c'est vrai que ça va vite. Hein. Voilà. Vous prenez des pneus de taille différente. Voilà. Votre voiture, elle est plus homologuée. Des jantes avec un déport différent, une petite paire de plaquettes racing, un 4-bac et tout. On peut déjà vous annuler l'assurance rien que pour ça en cas de gros pépins. Exactement. Vous tombez sur un assureur qui va vous chercher des poux dans la tête, il va envoyer un expert et votre expert, il va démonter votre voiture pour trouver la chose qui fait que l'assurance n'est plus valable. C'est ça. Alors, certains vont me dire, oui, mais avec une reprog, c'est encore pire. Peut-être, certainement, c'est un risque. Voilà. Mais quand vous le faites, vous devez assumer ce risque. Et attention, il y en a certains qui vont dire que c'est indétectable la reprog. Ça, c'est faux. Hein. C'est tout à fait détectable. C'est un fichier dans une mémoire d'un calculateur. C'est consultable, c'est analysable. Clairement, sur un gros pépin à l'assurance, ils vont tout de suite aller, si c'est une voiture un peu sportive et tout, ils vont tout de suite aller voir le calculateur. Et même si la voiture elle est fracassée et tout, c'est pas grave, ils vont sortir le calculateur, ils vont l'emmener chez un professionnel, ils vont l'envoyer chez Renault Sport, il y aura une analyse et ça sera détecté. Pareil pour les garanties constructeurs. Aujourd'hui, les constructeurs sont capables de détecter quand un véhicule a été reprogrammé et remis d'origine. Alors c'est pas le cas sur Mégane 3, Clio 4, ça c'est pas encore le cas. Par contre Mégane 4, méfiez-vous. J'ai eu le cas, hein. J'ai fait personnellement en plus, hein. Enfin, c'est quelque chose que j'ai vécu moi-même. Hein. J'ai remis un véhicule d'origine pour qu'il puisse avoir une prise en garantie sans problème, quoi. Renault Sport a quand même réussi à détecter que le calculateur a été modifié malgré la remise à l'origine. Ils savent pas ce qui a été fait, mais ils savent qu'il y a eu une écriture calculateur qui n'a pas été faite dans le réseau, parce que maintenant dans leur réseau tout est enregistré, quoi. Donc ça a été fait hors réseau pour eux. Ça pourrait très bien être une mise à jour ailleurs, ça pourrait très bien être autre chose qu'une reprog. Enfin bref, en tout cas il y a quelque chose qui n'a pas été fait dans le réseau sur le calculateur, ça a été détecté, puis de garantie. Cet état de fait n'est pas valable que pour nous, hein, c'est valable pour tous les reprogrammateurs de France et de Navarre. Tous concernés par ça, tous vont vous prévenir quand que vous allez chez nous, que vous allez chez Shiftech, BR Performance ou je ne sais qui, vous serez dans les mêmes conditions. Il n'y en a aucun qui peut vous proposer une modification de calculateur homologué. Voilà, il faut le savoir, c'est comme ça. Et ça a toujours été, pour ceux qui ont connu des mobylettes quand ils avaient 14 ans et qui mettaient des kits Polini dessus, c'est la même chose, Ouais, c'est ça. Vous modifiez un véhicule, il est plus homologué. Alors c'est rare, c'est des choses que j'ai entendues, que j'ai jamais vues de mes propres yeux ni lues. Il y a certains de nos clients qui arrivent à avoir une prise en charge de leur assureur sur des simples stages 1 ou des simples conversions éthanol par reprogrammation. J'ai eu un client qui s'appelle Emmanuel, je sais plus comment, son nom m'échappe, il m'excusera. Il était dans le sud et il avait une assurance qui pouvait effectivement l'assurer jusqu'à un certain nombre de chevaux DIN. Je trouvais ça étonnant, je crois que c'était jusqu'à 230 chevaux. Alors attention, il faut se méfier entre ce que dit votre compagnie d'assurance oralement et ce qu'ils vous écrivent noir sur blanc. Voilà. Alors peut-être, mais j'irai pas moi taquiner mon assureur pour lui dire écoute, je viens de reprogrammer mon véhicule, est-ce que vous pouvez me l'assurer? Ouais, à la limite, il faudrait leur poser la question en amont et juste leur poser la question si je fais reprogrammer mon véhicule, est-ce que vous me couvrez toujours? Bon, si vous trouvez une assurance qui vous le fait, vous nous dites et on s'associe avec eux. Ça. Alors, quelqu'un qui nous demande si les stages 3 sur Clio 4RS c'est fiable. Tiens, je te laisserai. C'est toujours pareil, ça va être de manière. Alors, pour tout ce qui est cartographie, ce qui est fait par Valentin, je peux vous l'assurer, c'est fiable. Voilà, lui, il va travailler sur la base de votre voiture, il va faire en sorte que le travail de cartographie soit fiable et qu'il n'y ait pas de problème mécanique lié à la cartographie. C'est ça. Après, on parle de réglage. En pression turbo, en richesse du mélange, en avance, etc. Et voilà, il ne faut pas que ce réglage-là provoque des défaillances, en fait. Le souci sur lequel on peut avoir, c'est que nous, quand il y a des gens qui viennent au garage, on nous demande de monter des pièces. Donc là, on sait qu'elles vont être montées correctement. Et même quand c'est le garage qui le fait, parfois on rencontre certaines difficultés. Monter un catalyseur, le démonter, il y a des goujons qui cassent, etc. Il y a des fuites qui se présentent sur le turbo, il faut les rectifier, blablabla. Tout ça, il faut que ça soit fait dans les règles de l'art. Voilà. La cartographie, c'est une chose, mais après, le montage des pièces performance en est une autre. Il faut absolument que ce soit bien monté pour que ça reste fiable de A à Z. Donc,
une Clio 4RS qui se présente avec un turbo monté correctement, avec des injecteurs montés correctement et des vraies références. La vraie référence des injecteurs du Mégane 4RS, parce que ça on ne l'a pas abordé sur les injecteurs tout à l'heure, mais il y a on peut dire, on peut faire une petite parenthèse, n'achetez pas les injecteurs de Mégane 4RS les moins chers que vous trouvez sur internet. Voilà. J'ai pas envie de balancer le nom de la société française qui les vend, mais si vous devez acheter des injecteurs de Mégane 4RS, vous allez les acheter au comptoir chez Renault. Voilà. Nulle part ailleurs. Vous les paierez le prix fort, 600 et quelques euros, mais ça sera les bons. Mais voilà, ça sera les bons injecteurs. Parce que ceux qui sont trouvables sur internet, là, c'est pas les bons et ils ont un débit catastrophique. Voilà, c'est des injecteurs pour sûrement un litre de TCE. Exactement. Mais ils sont vendus sous référence Mégane 4RS et malheureusement, il y en a qui ont fait les frais. Voilà, ça va pas. Donc, pour répondre à la question, quand vous avez les bonnes pièces, correctement montées, avec une bonne cartographie, ça reste tout à fait fiable. Voilà, qu'on prend en compte tout ce qu'il faut. Vous aurez effectivement le point toujours, on nous dit oui, et la boîte, oui, et les embrayages. La boîte, vous pouvez y aller, la boîte, elle tiendra. C'est les embrayages qui vont faire fusible et qui vont sauter. Alors, surtout sur Clio 4RS, les embrayages, des problèmes d'embrayage, il y en a de manière récurrente sur des voitures tout à fait d'origine. Ça va être la manière dont les consignes de couple, ça tu en parleras mieux que moi, sont données dans la cartographie moteur et comment c'est réglé pour pas envoyer du bois tout de suite. Styler le couple pour soulager en fait, c'est surtout ça. Et on fait sur Clio, et sur demande du client, mais sur les stages 3, on le préconise très fortement, c'est-à-dire le mode normal, du soft boost, de manière à ce que vous ayez sur votre mode normal une voiture sensiblement d'origine ou avec un petit stage 1 qui fait que vous pouvez l'utiliser tranquillement, normalement, et donc préserver ces fameux embrayages le plus longtemps possible. Et quand vous voulez envoyer du bois, vous appuyez sur le petit bouton RS Drive pour passer en mode Sport et Race. Et là, vous avez le hard boost et tout le couple qui va se présenter. C'est ça. Et là, effectivement, vos embrayages, ils vont faire le temps qu'il faut, mais c'est une chose à prendre en compte. Par contre, niveau moteur, aucun problème de fiabilité. On en a fait quoi, plus d'une quinzaine, on n'a jamais sorti de piston. Non, jamais. Les seuls soucis qu'il y a pu avoir, c'est des problèmes de turbo. Des butées qui s'usent un peu prématurément. Voilà. Donc, Mamba sont très réactifs sur les SAV là-dessus. Tout à fait. D'ailleurs. Parce que, nous, on a travaillé jusqu'à présent qu'avec des Mamba. J'ai déjà fait aussi un Tech. Tout à fait, d'accord. Okay. On avait fait beaucoup de T21. Là, on a travaillé sur la mienne en T19. T19, d'ailleurs, qu'on va préconiser plutôt que le T21. C'est vrai qu'il faut travailler sur la mienne. Le 21, il va très bien pour l'objectif 300+. Voilà. Ah oui, parce que c'est pareil. Alors, stage 3, c'est bon, on va toujours nous demander toujours plus. 300, 320, comme on disait tout à l'heure, le stage 4, on pose la question pour le stage 4. 320, 330. Le T21 sera adapté à ce type de puissance. Le T19, lui, va aller traîner dans les 290-300 dans des versions optimisées. Ouais, c'est ça. Voilà. Donc ça, on en reparlera avec les clients sur ce qu'ils souhaitent pour leur projet. Mais pour en revenir à la question, oui, c'est fiable si c'est correctement fait. C'est ça. Voilà. Clairement. Voilà, pas de casse à. Non, on n'a pas vu de bielle traverser. À recenser. En fait, on bloque toujours à 320, 325 chevaux, 410 newtons. Voilà. Et là, on sait qu'on est dans une zone où on prend pas de risque. C'est de prendre. Dans tous les cas, le mot préparation et fiabilité, c'est quand même deux choses qui sont opposées. Hein. Dès qu'on va commencer à toucher un moteur, toucher une carto, on sera dans tous les cas moins fiable qu'une voiture totalement d'origine. C'est sûr. Par contre, on va faire en sorte que la préparation, elle, soit le plus fiable possible. Donc c'est pour ça qu'on va se brider sur des puissances à 320 chevaux max, à 400 Newton max. Comme ça, voilà, on casse pas de moteur et on a des clients satisfaits, tout simplement. Et on attend donc le fameux client pour le stage 4 pour avoir quelque chose de fiable avec des internes modifiés. Avec des internes forgés. Voilà, les internes modifiés et forgés. Donc voilà pour la question du stage 3, c'est fiable si c'est correctement fait. On nous demande avec quoi on effectue nos logs sur les RS. Moi sur Paris, j'effectue mes logs avec le logiciel OBD Facile. Qui me permet d'avoir les valeurs lambda, pression turbo, les pressions rampe. Franchement, on fait déjà des beaux logs avec ça. On peut avoir les avancées d'allumage, on peut avoir les trios. On voit tout en fait. Aujourd'hui, on a travaillé avec Autotuner sur la mienne parce que c'était pour des raisons de facilité, pour pas changer de matériel en permanence. Alors, il n'y a pas tous les paramètres qu'on aimerait avoir dans Autotuner. On n'a pas la pression rampe, on n'a pas la tension lambda. On a tout le reste. Mais c'est vrai que ça te génère des beaux graphes, c'est bien, c'est un taux de rafraîchissement qui est vachement élevé. Donc, on a quand même une bonne précision et une bonne lecture sur les graphes Autotuner. Mais moi sur Paris, pour les clients qui me connaissent et qui sont venus, on utilise OBD Facile. Ouais, c'est ça. Voilà. Et ça marche très très bien. Ouais.
Ouais, pour ma part, moi, pareil que toi, j'utilise des fois la can clip. Oui, alors un can clip, j'utilise aussi souvent sur les Mégane 4RS. Mégane 4, parce que quand on va, ça souffle fort en turbo, et donc il faut qu'on puisse lire correctement les boosts là-dessus. C'est ça, on l'utilise pour ça. Et puis pour... ça, et puis... Bon, après, c'est en dehors des logs, la can clip, on l'utilise pour avoir les pressions d'huile. Je vais y arriver sur Mégane 4. Aussi, Et puis tout ce qui est boîtier à FR et tout, pour avoir tout en lambda, quoi, en FR complet. Donc ça aussi j'utilise. On a Alex qui demande entre Mégane 2 RS, Mégane 3 RS, Mégane 4 RS, laquelle est la meilleure et laquelle est la moins bonne, la moins sympa, quoi. Je préfère la Mégane 3 RS. Vraiment, je préfère. J'aime beaucoup la Mégane 4 RS. Je suis pas un grand fan de la Mégane 2 RS, très sincèrement. Le niveau, si quand elle est sortie, j'aimais bien. Maintenant, aujourd'hui, bon, je trouve que c'est une voiture qui, en termes d'esthétique, intérieur, etc. Qui est un peu vieillie. C'est un peu décalé, il faut aimer. J'ai un peu de mal. La Mégane 4 RS, franchement, esthétiquement, je la trouve très jolie. La 4 portes, le côté polyvalent. Quand j'en conduis lors des essais, des logs, etc., j'adore les passages de rapport de la boîte d'essai qui pète. Mais, alors quand je suis dans la Mégane 4 RS, je me dis, elle est bien. Mais quand je remonte dans une Mégane 3 RS, quand je monte dans une Trophy, qu'il y a les sièges paquets, qu'il y a la boîte méca qui s'en envoie, franchement, j'aime bien. La Mégane 3 RS, dans la génération que je préfère, c'est la dernière, la 3. Tu vois, moi, objectivement parlant, pour moi, les trois voitures-là, c'est trois voitures totalement différentes qui sont limite incomparables. La Mégane 2 RS, déjà, t'as le 2 litres de l'époque, t'as un châssis qui se rapproche de la Clio 3 RS, t'as quelque chose qui est relativement léger. C'est une bonne voiture qui va vraiment bien sur route de montagne, sur circuit, alors, voilà, là, c'est ton côté pistard et qui va parler et qui va faire ressortir les qualités intrinsèques de la Mégane 2 RS par rapport à d'autres qui sont peut-être un peu plus lourdes et un peu plus pâteuses. Moi, j'étais plus dans une utilisation, et ça, les gens qui connaissent, moi, je suis pas un pistard né, et du coup, j'ai plus des utilisations de voitures au quotidien, rouler un petit peu fort sur route, etc. Et donc, du coup, je m'oriente plus. C'est vrai que la Mégane 2 RS me parle moins. Ouais, bah après, c'est une voiture, c'est vieux, hein, c'est 2005, 2006. Ouais, donc même avant peut-être. Donc c'est une voiture quand même, il n'y a aucune technologie dedans, il y a très peu d'assistance. C'est très basique, une Mégane 2 RS. Alors pour tous les propriétaires de Mégane 2 RS, j'en ai vu 1h26, des trucs comme ça, c'est super beau. En fait, c'est très basique. C'est quand on cherche quelque chose de sportif et basique, la Mégane 2 a toute sa place. Après, tu as la Mégane 3, ils ont apporté un peu plus de technologie, un peu plus de sécurité. C'est une voiture qui est taillée pour la piste. Franchement, c'est une arme sur la piste. Il y a le niveau moteur, boîte et tout, c'est quand même un cran au-dessus de la Mégane 2. Donc ça va très bien. Et ensuite, tu as la Mégane 4 où là, c'est blindé de technologie et qui va être aussi performante sur piste qu'en ville. Faut le dire, c'est une 5 portes, boîte auto, les 4 roues directrices, voilà, il y a les grands GPS, ça va être pour papa, maman et l'enfant derrière. Voilà. Par contre, voilà, c'est assez lourd, c'est un 1,8 litre, il y a quand même des défauts de jeunesse. Voilà, donc objectivement parlant, moi, la 3 est quand même la plus aboutie dans l'esprit Renault Sport. Ouais, c'est ça. Aussi bien pour faire de la piste, et une 3 peut s'utiliser sur la route. La 4 a été développée, à mon avis, comme la Clio 4 RS, dans un but d'une voiture qu'on utilise plus en délit pour aller faire de la piste. Voilà, bien sûr, mais il l'assumait. Il disait comme quoi c'était une autre cible, c'était clientèle. Et alors après, je sais pas en termes de vente, je pense qu'ils ont vendu plus de Mégane 3 RS que de Mégane 4, mais je sais même pas en fait. Ils ont fermé trop tôt pour voir le succès de la Mégane 4. Mais la Mégane 3 reste, à mon avis. Ouais, moi, c'est celle que je préfère. Même si effectivement, je pense que tu prends une Mégane 3 d'origine, une Mégane 4 d'origine, tu la mets sur piste avec un pilote équivalent, je pense objectivement que la Mégane 4 va être plus rapide. Il va l'amener plus loin. Je pense. Par contre, la Mégane 3 se prépare mieux et est plus sympa à emmener. Se prépare mieux. On a travaillé depuis longtemps maintenant sur la préparation. Peut-être que dans quelques années, on arrivera... Bon, il y a beaucoup d'électronique. Il n'y a pas beaucoup de fabricants de pièces qui se penchent dessus. Pour aller chercher les chevaux, il faut mettre beaucoup de budget dedans. Ouais, après, ça reste quand même une bonne voiture. Donc Alex, l'avis de quelqu'un qui va l'utiliser en daily au quotidien et pour arsouiller un petit peu, c'est la Mégane 3 RS, et l'avis d'un pistard comme toi, c'est la Mégane 3 RS aussi. Ouais. Du coup, voilà. Donc tu vois, ça retombe sur la Mégane 3 RS. C'est vrai. Quelqu'un qui me demande comment se déroule un stage 2, ou comment on fait un stage 2, sans 98, et quelles sont les pièces nécessaires. Et il m'a aussi posé une deuxième question, pourquoi t'aimes pas le Catasport? Bon, ça parce qu'il me connaît personnellement. D'accord. Ah, ok. En fait, c'est un client et on a déjà communiqué ensemble. Des Cata ou Catasport, stage 2. Et pour bien faire, un échangeur. C'est ça.
Si on est sur l'éthanol, on met des gros injecteurs, on met une grosse pompe. Voilà. Exactement. Ok. Et du coup, il me demande qu'est-ce que je préfère entre un catasport et un décata. Alors déjà, je vais répondre un peu à côté en disant qu'il ne faut pas mettre un catasport en espérant passer le contrôle technique avec. On va vous dire que le catasport est censé vous faire passer le contrôle technique, la pollution. Bon, concrètement, vous avez une chance sur deux de ne pas le passer avec un catasport. Déjà, en partant de ce principe-là, on va s'enlever des problèmes avec une cellule catalytique qui peut se désagréger, qui peut se boucher, qui peut machin. Donc je vais préconiser le décata. Voilà pourquoi toi tu préconises le décata. Voilà, décata, moins d'emmerde. Moins d'emmerde pour la préparation, je parle. Ouais. Pour tout ce qui est pollution, ça, désolé, vous vous débrouillez par vos propres moyens. Il y en a plein. Mais voilà, si on parle vraiment de préparation, le plus performant sera le décata. Ah ouais, il n'est pas plus brillant. Bien sûr. Ouais, quand on a catasport, la cellule catalytique à l'intérieur va absorber un peu de bruit, évidemment. Il y a peut-être ce paramètre à prendre en compte si tu utilises ta voiture. Oui, alors c'est pareil. Pareil quand vous mettez des décata et des lignes d'arrière, mettez pas des diamètres de malade. De toute façon, c'est simple. On va prendre l'exemple d'une Mégane 3RS avec un turbo d'origine. Mettez du diamètre d'origine 63 mm. Ça sert à rien d'aller sur 70, ça sert à encore moins d'aller sur du 76 mm. Je parle pour le décata et je parle aussi pour le 4-back qu'il y a derrière, d'accord? Donc si vous voulez bien faire, vous mettez un décata en 63 et un joli 4-back avec un beau silencieux final en 63 mm et c'est nickel, c'est très performant, le bruit il est très sympa, il est contenu, ça casse pas les oreilles, c'est joli, c'est très bien. Donc décata. Ok. Décata. On m'avait laissé entendre que les catalyseurs de la marque Innosync Performance passaient le contrôle. Oui, mais c'est pour ça que je dis qu'il y a une chance sur deux que ça passe pas, en fonction de l'état d'usure du catalyseur, en fonction de la qualité du catalyseur sport. Après j'aime beaucoup Innosync Performance. Moi, j'ai une ligne Innosync Performance sur ma voiture. Pour autant, j'ai pris un décata de chez GT Perf, second décata. Mais c'est vrai qu'Innosync Performance, la décharge des clients, a un temps de production qui est assez long. Donc parfois, ils vont au plus court et ils vont chercher un catasport d'autres marques qui peuvent poser des problèmes ensuite au passage CT. Voilà. Donc là, on va rejoindre ce que dit Valentin. Si vous passez pas au CT, autant passer sur un décata. C'est ça, voilà. De toute façon, si vous venez avec une voiture, si vous êtes déjà dans la phase décata, etc., c'est que vous avez d'autres pièces qui, logiquement, ne devraient pas passer non plus le contrôle technique. Quoi. Donc, voilà. Ok. J'ai Gus qui me demande c'est quoi l'alternative au calculateur merdique des Clio 3RS. Alors là, c'est ta spécialité. Non, c'est vrai que c'est génération de Renault Sport. Donc Clio 2RS, c'est encore pire. Hein, c'est du Sirius 34 ou Sirius 32, bref. Clio 3RS, Mégane 2RS, c'est du Sagem S3000. C'est des calculateurs qui sont assez ancestraux, qui sont pas super intéressants à travailler. Il n'y a pas beaucoup d'options. C'est assez limité en développement. Enfin bref. C'est vrai que c'est vraiment pas la joie le S3000 à faire. Il y a des alternatives en gestion programmable. Ouais, c'est ça. Voilà, on a des trucs très haut de gamme, Max EQ, EQ Master. Il y a aussi des trucs plug and play comme Prologue. Voilà. Du coup, sur Clio 3RS, j'ai envie de te dire dans quel but? Puisqu'on est sur un Atmo qui peut pas gagner grand chose. Voilà, c'est vrai que par exemple là on parle d'une Clio 3RS. Déjà sur la gestion d'origine S3000, la carte elle est optimisée à mort. Ouais. Tout ce qui avance, etc., richesse, c'est compliqué d'aller gratter les chevaux sur une Clio 3RS. Je parle bien en cartographie. Si on veut aller gratter des chevaux, il faut mettre des arbres à cam, il faut mettre une grosse boîte à air, il faut tout décatalyser. Là, on va gagner des chevaux grâce aux pièces qu'on a ajoutées. Hein. Et après la carto, on va venir du coup lisser le reste. Mais c'est vrai que sur de l'Atmo, Clio 3RS, de base, pas grand chose à gagner. Sur le calculateur d'origine, et mettre de par-dessus, enfin retirer ce calculateur-là et mettre une gestion programmable, bon, c'est balancer de l'argent pour au final, si on met pas les pièces derrière, comme je viens de dire avant, un bracam, etc., il n'y a rien à faire. Quoi. Bon, on peut peut-être ajouter des options, etc., qui pourraient être marrants, mais est-ce que ça vaut le prix? Mais tu peux, sur un CG 3000, faire une conversion éthanol. Bien sûr. Voilà. On peut quand même faire ça. On peut faire là, on parle pas de performance, mais tu peux passer. Non, on peut faire des trucs, mais c'est vrai que dans tous les cas, on va être limité par la motorisation. Et on le sera aussi par le calculateur, mais bon, comme dit, on est sur de l'Atmo. C'est surtout Mégane 2, par contre, ça peut être intéressant de la gestion propre, parce que S3000, bof. Mais t'as le moteur derrière. Mais on a un moteur turbo, on peut y aller. Ouais. Par contre, après, tout ce qui est génération Mégane 3RS, par exemple, en EMS 3110, et encore mieux, EMS 3125, franchement, la gestion programmable, aucun intérêt. Sur une voiture, je te parle, qui est restée de série, hein, qui va sur route et sur circuit, qui n'est pas dans l'extrême.
Et d'ailleurs, c'est quoi l'extrême? D'accord, donc MS30A10 et MS30A25, c'est déjà, de mon point de vue, des mini-gestions programmables. On peut faire énormément de choses. On peut sortir 600, 700, 800 chevaux sur ce calculateur-là sans problème. 3110 ou 3125. C'est ça. Donc là-dessus, par contre, gestion prog, aucun intérêt pour moi. L'intérêt, à la limite, il serait dans une Mégane 3RS qui serait voiture de compétition. Vraiment, on est dans l'extrême. On veut se passer de tout ce qui est dashboard, anti-démarrage, multiplexage. On veut dégager tout ça. Bon, là, effectivement, on peut passer sur de la gestion prog parce que là, on veut alléger au max le faisceau. On veut retirer tout le superflu. Donc là, on est vraiment sur de la voiture de compétition, voilà, qui va être faite pour ça. Par contre, pour une voiture qui doit rester roulable, avec de l'anti-démarrage, avec tout ça, avec du multiplexage, avec un tableau de bord qui fonctionne, etc. On va sur gestion de donc du coup, pour répondre à sa question, le S3000 sur Clio, pas trop d'intérêt de le changer, à part s'il y a de la pièce. Voilà, à part s'il y a de la pièce. Mégane 2, ça peut commencer à devenir intéressant, même s'il n'y a pas beaucoup de pièces. Parce qu'on a le moteur turbo-compressé de la Mégane 2. C'est ça, exactement. Ah, une question pour toi, Boris. Quand est-ce que tu auras un banc de puissance? Alors, quand est-ce que j'aurai un banc de puissance? J'ai déjà un banc de puissance, j'utilise PerfExpert, qui est un banc de puissance routier. Je me rappelle quand même, je ne fais pas les mesures de puissance au doigt mouillé en ne passant pas à travers la fenêtre. Oh, mais l'un n'empêche pas l'autre. J'utilise un boîtier, un racer que je pose sur le capot qui va me permettre de travailler. C'est une balise GPS. Une balise GPS. À fort taux de rafraîchissement. Voilà, c'est ça, 25 Hz, 25, il est rafraîchi 25 fois par seconde. C'est positionné 25 fois par seconde, c'est énorme. C'est ça. Et qui se connecte sur une quinzaine de satellites en même temps. Je le place sur le capot avant, ça m'est... D'ailleurs, je vais boire avec, puisque j'en ai perdu un qui n'est pas passé sur le capot. D'ailleurs, si vous le trouvez, tu l'as perdu où? J'ai perdu près de Saint-Fargeau, près de chez Ponthierry, je l'ai paumé. Donc, tu trouves un racer par contre. Vous pouvez y aller, vous me le ramenez. Je l'avais placé sur le toit, il a dégagé. En fait, je pense que sur le capot, avec l'air, en fin de compte, je pense alors, l'histoire d'aérodynamisme, il est plaqué. Bref, donc j'utilise ce racer qui communique avec mon téléphone et le logiciel PerfExpert, qui va donc se rafraîchir 25 fois par seconde et qui va calculer le nombre de newton-mètres engendrés par le véhicule grâce au programme qui est dans le téléphone et les algorithmes du programme. Et ensuite, des newton-mètres, ça calcule la puissance et les chevaux. C'est ça. Et avant même de calculer les newton-mètres, c'est qu'il va te mesurer une accélération d'un point A à un point B. Toi, dans ta fiche véhicule, tu vas indiquer des paramètres primordiaux, le poids, les rapports de boîte, etc. Le carburant embarqué. Je pèse systématiquement les voitures parce qu'il y a un poids théorique qui est donné et on se rend compte que selon les véhicules, que ce soit Mégane ou Clio, les poids sont pas toujours respectés. Donc toi tu pèses. Voilà, moi je pèse systématiquement et je me rends compte que sur Clio, j'ai toujours, quelles que soient les voitures, j'ai toujours à peu près entre 80 et 90 kg d'écart par rapport à ce qui est noté sur la carte grise. Sur la carte grise et le poids réel de la voiture. Sur Mégane, on est sur des poids qui sont à peu près cohérents, mais sur Clio, c'est un peu plus compliqué. Mégane 4GT aussi, on a pratiquement parfois une centaine de kilos de différence. Donc de toutes ces informations-là et de toutes ces mesures-là, le logiciel, via des algorithmes, va te produire une courbe de couple. Tout à fait. Et grâce à cette courbe de couple, on peut calculer la courbe de puissance, vu que c'est un calcul entre couple et régime moteur. C'est ça. Et moi, mes mesures, je les fais systématiquement au même endroit, sur la même ligne droite. C'est ça, tu as tes habitudes. Exactement. Pour que les mesures soient tout à fait objectives, que je les fasse avant reprog ou après reprog, elles sont faites au même endroit. Comme ça, je sais que j'ai quelque chose de cohérent. Et d'ailleurs, tu as pu faire des mesures sur PerfExpert et ensuite des mesures sur un vrai banc de puissance à rouleau. Et tu t'es rendu compte que tu avais une marge d'erreur qui était ridicule. Ridicule, ça va être entre 2 et 5% de marge d'erreur. Généralement, les chevaux, on est à peu près raccord. C'est au niveau des newton-mètres. Je vais, moi, être pessimiste par rapport au newton-mètre. Et c'est normal parce que je fais ça en troisième. Il fait ses tirs en troisième pour pas prendre trop de vitesse sur la route, évidemment, pour le permis, la sécurité, etc. Mais ce qui fait qu'effectivement, sur des petits rapports comme ça, bien souvent, moi, je mets des brides sur les premiers rapports, ou alors les premiers rapports vont moins solliciter le moteur, le véhicule, etc. Ça va produire moins de couple à bas régime. Donc c'est pour ça que c'est entre guillemets pessimiste en termes de couple sur ton PerfExpert. J'ai eu l'occasion de le faire avec une Clio, l'une des premières Clio 4RS Stage 3 que j'ai faites. Pour en avoir le cœur net, je l'ai amené donc, du coup, chez Digiservice, et qui est à côté, qui est un voisin là où je travaille chez Autosport Evolution, Digiservice. Et d'ailleurs, si vous tenez absolument à ce qu'on passe votre voiture sur banc, il y a possibilité, je prends rendez-vous avec Digiservice, je vais leur louer leur banc pour
certain temps et on passera votre voiture sur banc pour la puissance, même pour faire les logs si nécessaire. Évidemment, ça sera tarifé, il y aura un surcoût, ça sera tarifé, mais c'est tout à fait possible. Et du coup, la Clio 4RS que j'avais moi réglée sur route, je l'ai amenée chez Digiservice et là on s'est rendu compte que au niveau des chevaux, on était à 5-6 chevaux exactement dans les clous et au niveau des newton-mètres, j'étais en dessous de ce que sortait le banc de Digiservice. J'ai encore refait récemment, non, je l'ai fait refait après avec une Mégane 3RS, un gros stage 3 là, c'est sur lequel on est sorti 400 chevaux avec un 500 newton. Même je crois. Oui, j'ai été étonné parce que c'est vrai que Mégane 3RS stage 3 avec un turbo hybride de chez BG Turbo, le stage 3 aussi de chez BG Turbo, le plus haut qui proposait. Et on soufflait, je l'avais pas fait de souffler fort, j'avais mis un bar 7 dans la carto. Tu m'avais trouvé 400 chevaux. Je fais, attends, ton Perf Expert, il pète les plombs, quoi. Je fais, c'est fou pour un hybride de sortir autant, quoi. Et du coup, on l'a amené sur banc et boum, 400 chevaux. Voilà. Donc là, et j'ai eu après d'autres vérifications qui ont été faites. Et voilà, je peux vous assurer que ce logiciel est quelque chose de très performant. Quand il est bien utilisé. Il faut être objectif et pas faire n'importe quoi avec. Pas rajouter du poids. Faut pas rajouter du poids, faut pas prendre des côtes ou des descentes. Et là, vous aurez quelque chose de performant. Pour répondre à la question, voilà, j'ai mon banc. Maintenant, pour aller plus loin, demain, effectivement, moi aussi, j'aimerais bien avoir mon propre local, ou alors dans le local auquel je travaille, pouvoir installer un banc, mais tout ça, c'est de l'argent, c'est des frais. Je suis quelqu'un de pragmatique, j'avance petit à petit. J'ai vu ça dans une vidéo de quelqu'un d'autre il y a très peu de temps, et ça m'a fait plaisir, et ça m'a renvoyé la manière dont je travaille. J'avance petit à petit, et peut-être qu'un jour, effectivement, mes moyens financiers me permettront d'avoir un banc. Le banc sur lequel on a travaillé aujourd'hui avec Valentin et Mi System, c'est des choses qui valent 100 000 €. Non, mais non, je ne vais pas crier. Combien ? Un banc de roue motrice, c'est 40 000, 50 000 €. Combien ? On va me dire, oui, mais il y a des possibilités de leasing, etc. Mais pour faire fonctionner tout ça, il faut des clients. Donc, venez me voir, venez m'aider. Ramenez l'argent. Et j'achèterai un banc, et à ce moment-là, j'aurai un local, un banc, etc. Mais en attendant, j'utilise Perf Expert et j'en suis tout à fait content. Et les clients qui viennent et qui voient la manière dont je travaille avec le Perf Expert en sont tout à fait contents et me demandent absolument les feuilles de banc. Je parle bien des feuilles de banc après. Voilà. Donc voilà mon banc, je l'ai. Il y a des personnes qui demandent de clarifier les relations entre RS-Tune et RSM. Alors, RSM Concept. Je vais me permettre moi de répondre au départ et puis après tu vas. On me le demande souvent en aparté, en privé, quand les gens viennent chez moi. Ouais, RS-Tune, RSM, vous faites quoi, qui vous êtes, etc. Il y a parfois confusion. Donc moi, c'est Boris. Ok, déjà, moi c'est Boris. RSM Concept, Boris, voilà. Et là, c'est Valentin, RS-Tune. Donc deux personnes totalement. RS-Tune Alsace. RS-Tune Alsace. Ouais. Deux personnes totalement différentes. Voilà, RS-Tune Alsace, c'est le nom de l'entreprise, le nom complet. RSM Concept, c'est le nom complet. Moi, j'ai eu ma Clio en 2018, j'ai commencé fin 2017, ouais, 2017. J'ai commencé à m'intéresser à tout ce qui était RS Monitor sur ce véhicule et j'ai commencé à taquiner, savoir comment activer ces RS Monitor sur ces véhicules-là et qui sont les mêmes sur Mégane 3RS. Et du coup, j'ai développé une activité propre au RS Monitor. Une activité déclarée. Voilà, en micro-entreprise, je paye des impôts, je paye de l'URSSAF, suffisamment tous les 3 mois, je vous rassure, l'État pense à moi et je pense à lui. Et puis, avec Valentin, on s'est connus par réseau interposé. Valentin m'a sollicité une fois parce qu'il avait un problème avec un RS Monitor, il voulait voir. Je me rappelle, j'ai planté un RS Monitor. Et il me l'avait envoyé pour qu'on puisse regarder ce qui était possible de faire. Et puis, voilà, le temps est passé, on est resté sur cette bonne relation, mais sans plus. Et je savais que Valentin faisait la reprogrammation. Ouais. Et j'ai vu que Valentin faisait la reprogrammation et développait son activité, entre autres avec Fabien à Nice. Et pour dire les choses franchement, c'est moi qui suis venu vers toi pour te solliciter, pour te demander si tu étais intéressé pour développer ton activité. Pour être vendeur région parisienne. C'est ça. Donc, je suis RSM Concept, revendeur des cartographies RS-Tune sur la région parisienne. Voilà, c'est d'où le RS-Tune Paris. Voilà, d'où le RS-Tune Paris. Et ça fait maintenant 3 ans, un peu plus, peut-être 3 ans, qu'on travaille ensemble comme ça. Voilà, c'est comme ça qu'on travaille. Donc, c'est deux entreprises distinctes, c'est ça, qui sont très proches l'une de l'autre. On va tous les deux dans le même sens. Moi, je suis là pour que Valentin il développe son entreprise. J'ai tout d'ailleurs intérêt à ce qu'il la développe, parce que s'il développe son entreprise, il développe la mienne en même temps. Et puis, au fur et à mesure du temps... Il y a seulement aussi. Ah oui, tout à fait. Oui, évidemment. Plus tu proposes des produits finis, des cartes finies, plus tu en bénéficies et plus tes clients sont contents. Ouais, non, mais c'est ça, donc, exactement. C'est de la synergie, en fait. Et donc, moi, je suis là pour... c'est pas pour aider Valentin, mais pour faire en sorte que son entreprise avance
le mieux possible. Toi, parle de ton réseau que tu as développé avec les autres personnes qui sont dans le réseau. Ouais. Donc moi, je suis à la base de la création de RSUN Alsace. Voilà, c'est moi qui crée tout en fait. Je suis gérant de RSUN Alsace. Et pour développer mon entreprise, ma société, j'ai voulu m'étendre sur le territoire français. Premièrement, donc c'est pour ça que j'ai commencé avec Fabien en Côte d'Azur. C'est un très bon ami à moi, un ami de longue date, etc. Qui a pris la franchise RSUN PACA, d'accord, pour se faire sa petite activité, son petit business, et que je puisse aussi la bonder en travail. Est arrivé toi, voilà, RSUN Paris, franchise RSUN Paris. Félix ensuite. Félix, donc là c'est RSUN Sud-Ouest. Donc pareil, Félix, c'est un indépendant, il a sa petite micro-société. Il a ma franchise du coup, il utilise mon nom avec RSUN Sud-Ouest. Entre Toulouse et Tartas, il est aussi entre les deux lui. On a RSUN Vendée avec Emmanuel Laroche, Manoto 85. Donc lui par contre il a un super local, il fait tout de A à Z, préparation, mécanique, il fait tout. Il peut tout accepter comme boulot. Et il revend aussi ma marque, il revend mes cartographies. Voilà. RSUN Vendée et enfin Patrick RSUN Côte. C'est ça, Patrick qui est pour moi. Voilà. Donc ça part de là en fait cette histoire. Et puis on continue quoi. Tout à fait. On avance, on fait en sorte que le réseau RSUN se développe, qu'on soit reconnu comme les meilleurs programmateurs moteurs. Je sais pas si on peut. Non, c'est pas vrai. Non, je t'ai coupé. Non, j'ai fait exprès. J'ai fait exprès de taquiner. Je vais pas investir. Non, je veux pas. C'est pas vrai. Moi, j'ai un dicton. Il y aura toujours un Chinois ou un Indien meilleur que toi. Donc jamais je serai le meilleur. Je peux pas dire que je suis meilleur. Parmi les meilleurs. Je fais en sorte de proposer le meilleur possible. Non, mais c'est vrai. Non, faut savoir rester humble. Oui. On développe notre réseau. On essaie de faire en sorte que ça se passe bien, qu'on soit reconnu comme des professionnels compétents. On essaie d'être bon partout. Voilà. On essaie d'être bon en carto, on essaie d'être bon en communication, on essaie d'être bon en SAB. Et bon RS Monitor aussi. Je tiens à préciser parce que le RS Monitor, on envoie des marres rentrer. Voilà. Je vois beaucoup de choses tourner. Je ne vais pas rentrer dans les détails sur les choses qui se font sur le RS Monitor. Je vois beaucoup de choses passer. Je vois des RS Monitor arriver chez moi, qui ont été faits ailleurs et qui ressemblent à n'importe quoi. Mais ça, c'est pas grave. Mais on essaie d'être bon sur les RS Monitor. Parce que on bosse 6 jours sur 7, voire 7 jours sur 7 pour vous offrir le meilleur. Ça, c'est même la nuit, on rêve. Ouais. Donc voilà un peu la distinction entre RSM Concept et RSUN Alsace et son réseau du coup. Donc RSM Concept, c'est moi. Voilà. Et RSUN Alsace, c'est Valentin. Et RSM Concept à la franchise RSUN Paris. Bon, allez, une dernière. Finir. J'essaie de pas la faire tirer en longueur cette question. D'accord, ok. On me demande comment j'ai appris à faire des cartos. Bon, bah écoute, je vais me mettre dans le canapé, je vais me coucher. Ah bah c'est simple, je les achète. Non, je les copie. Non, il paraît que je les copie. Voilà, c'est ce qui se dit. C'est ce qui se dit. Non, blague à part, quoique. On va repartir du début. Moi, j'ai commencé la reprogrammation sur les Renault Sport j'ai commencé il y a 11 ans à peu près. Au tout début, j'ai acheté ma première Clio 3 RS, j'ai voulu la reprogrammer, je savais pas faire, voilà. Donc je me suis tourné vers quelqu'un qui s'appelle Samuel Monnier, Sam Larico, pour ceux qui le connaissent. Je me suis rapproché de lui pour qu'il me reprogramme ma Clio RS à distance. Et vu qu'à l'époque j'avais déjà des prédispositions, des connaissances et tout avec l'outil informatique, avec la mécanique, j'ai voulu assembler tout ça, faire la reprogrammation, mais il me fallait quelqu'un pour me lancer, il me fallait un mentor. Concrètement, donc je me suis associé. Tu n'étais pas associé financièrement? Non, on a fait un partenariat avec Sam pour que je lui revende ses cartographies dans mon secteur en Alsace. Okay. C'est parti de là. Donc du coup, j'ai créé au début, je m'appelais Diagoto68. Oui, j'ai vu un site, voilà, et c'était marginal à l'époque, je devais faire une reprog par mois. Ouais. Voilà, et c'était Sam qui faisait les reprogs, et on a fonctionné comme ça pendant un certain temps, plusieurs années. Où c'est lui qui me faisait les cartos, mais moi en même temps j'apprenais de ce métier-là. Lui m'apprenait, j'apprenais de ses cartos, j'apprenais de sa façon de faire. J'avais aussi ma vision des choses, ma façon de bosser, bref, voilà. Mais c'était les cartos de Sam. C'est comme ça que j'ai commencé à apprendre la cartographie, avec un mentor. Du coup, au début, ton logiciel Winols, c'est un logiciel que tu connaissais pas du coup? Non, mais déjà à cette époque, je connaissais déjà Winols et j'ouvrais les cartographies, je les comparais, j'essayais de les comprendre. De comprendre comment les maps étaient faites. Alors comme dit, moi je suis issu du milieu informatique, en formation informatique, je comprends l'informatique, je comprends le logiciel, je comprends les fichiers que j'ouvre, etc. Je comprenais à peu près les choses que je voyais. D'accord. Maintenant, c'est pas parce que je suis dans la mécanique depuis jeune et parce que je suis dans l'informatique depuis jeune
que je sais régler un moteur. Régler un moteur, c'est un métier de motoriste, ça s'apprend à l'école. C'est pas mon cas, je l'ai pas appris à l'école. D'accord, je l'ai appris au début avec Sam, et après je l'ai appris en autodidacte. C'est-à-dire qu'à un moment, quand j'ai voulu voler de mes propres ailes, faire mes propres cartos, etc., et ben, je me suis lancé, j'ai commencé à développer mes propres cartos sur mes véhicules, etc., et aussi sur des véhicules clients, évidemment. Ce qui fait que les cartos que je fais, les premières versions de cartos d'il y a plusieurs années, n'ont plus grand-chose à voir avec les cartos d'aujourd'hui. Alors, je dis pas qu'elles sont mauvaises, mes cartos de l'époque, mais elles sont pas autant développées, il y a moins de choses dedans, elles fonctionnent, il n'y a aucun souci, hein. Attention, rassurez-vous. La preuve, c'est qu'il n'y a jamais de casse-moteur. Mais voilà, aujourd'hui, on est sur des cartos qui sont non, mais c'est normal, c'est normal de toute façon pour tout le monde. Je veux dire, tu prends un cuisinier qui commence à bosser, les plats qu'il fait quand il débute, c'est pas les mêmes que quand il fait 10 ans après. Exactement. Fait, et puis ils ont tous besoin d'un mentor. Voilà, c'est cuisinier. Donc moi c'était le cas et moi je l'assume aujourd'hui. Sam, ça a été mon mentor. Est-ce qu'on peut dire que l'élève a dépassé le maître? Oh, pareil, on va rester humble. Mais c'est sûr que moi j'ai taffé le truc nuit et jour, 7 jours sur 7. Donc aujourd'hui on en est là. Effectivement, Sam lui il est plutôt discret. Il aime bien rester dans son coin, c'est pas son but de grossir. C'est pour ça qu'on est arrivé là avec RS1 et RSM Concept. Donc voilà comment j'ai appris la carto, voilà où j'en suis aujourd'hui. Donc lui effectivement j'ai appris avec un moteur les premières années et après j'ai appris en autodidacte. Voilà, sur mes véhicules, etc. Et c'est des heures et des heures sur. Du coup, tu as pu t'essayer sur l'écran d'arrière. Ça, c'est des heures, des semaines, des mois, carrément. Ouais, ça se compte même plus. Donc, c'est bien des cartos qui viennent de chez moi. C'est pas des cartos pris quelque part, copiés quelque part et injectés bêtement. C'est faux. Hein. Prenez une carto de chez moi, comparez-la à n'importe quel autre carto du milieu, ça n'a rien à voir. Voilà, faut mettre les choses au clair. Ouais, c'est clair. Clair sur ce point-là. Chacun travaille comme il veut. Valentin, et puis il développe son réseau, il bosse de son côté, il bosse d'arrache-pied, comme on disait sur la question précédente, c'est du 7 jours sur 7, c'est même la nuit, c'est tout le temps, pour arriver à faire quelque chose de personnel, et un travail personnel, fiable et performant. Et puis voilà, j'arrive à le faire parce que là, on se concentre que sur la Renault Sport, c'est que quelques modèles, Renault Sport et Alpine, et que quelques calculateurs. Donc, c'est pas que c'est facile à apprendre, mais c'est que là, j'ai du temps accordé pour chaque calculateur, chaque version de cartographie, etc. C'est sûr que demain, vous venez avec une Golf GTD. Moi, la cartographie, je ne saurais pas vous la faire. Enfin, c'est pas que je ne saurais pas, c'est que je n'ai pas pris le temps de le développer, d'apprendre le calculateur, etc., de le faire. Donc moi, comme pour Boris me sollicite pour les cartographies, et ben moi, si vous venez demain avec une GTD, une Golf GTD ou n'importe quoi, une Ferrari, la cartographie, je vais la sous-traiter à quelqu'un d'autre. Quelqu'un de compétent, par contre. Je vais pas l'acheter sur des file services H24, là. Je vais faire bosser des spécialistes dans leur domaine. Si je veux faire une reproque d'une Volkswagen, je vais aller solliciter un spécialiste Volkswagen. Comme toi, tu es un spécialiste. Comme moi, voilà, c'est ça. Parce que ça, faut bien comprendre que pour ceux qui sont totalement néophytes et qui le monde de la cartographie, ça ne leur parle pas du tout, chaque calculateur travaille d'une manière différente, avec des cartographies différentes, avec des maps différentes. Et ces motorisations et tout, c'est très vaste quand même. Et donc, on développe un savoir-faire sur un type de calculateur. Valentin a développé son savoir-faire sur les calculateurs qui sont équipés sur les véhicules Renault Sport parce qu'il avait une certaine appétence pour ces véhicules-là. Il avait envie de développer sur ces véhicules-là et en particulier, au début sur la Clio, mais après très fortement sur la Mégane, où il a pu bosser et sortir peut-être des milliers de cartographies. Après, sur la Clio 4RS, où il a beaucoup travaillé. Bon, là, en plus, notre rencontre et le fait que moi, je suis administrateur des pages Clio 4RS France, etc. Donc ça à l'aise aussi avec ton image. Ça ramène pas mal de monde de Clio. Donc ça permet aussi de pas mal travailler sur les Clio et du coup travailler sur ces stages 3 Clio et développer pas mal de choses sur les Clio stage 3. Et la preuve en est, c'est qu'aujourd'hui encore, cet après-midi, avec le T19, ça permet de travailler avec une nouvelle pièce mécanique sur ce carto, donc de développer quelque chose, d'approcher notre philosophie et de proposer un nouveau produit, ce qui veut dire que les cartos de Clio 4RS d'il y a 1 an, stage 3, ne seront pas les mêmes dans 2 ans, parce que Valentin aura bossé et aura trouvé des nouveaux trucs. On l'apprend tous les jours, même encore moi aujourd'hui, sur ma propre Mégane 3RS, je teste des trucs, quoi. C'est fou, quoi. Donc voilà l'histoire de Valentin, comment il en est venu à faire de la carto. Il a lui-même répondu, moi on me posait régulièrement la question.
je ne rentrais pas autant dans les détails, mais j'expliquais un peu ton parcours. Voilà le parcours de Valentin. Pour ceux qui se posent la question, qui se demandent un peu d'où lui vient toutes ces cartons, voilà comment il les a développés, voilà comment il travaille, voilà comment il continue à travailler. On a fait le tour. Le tour des petites questions, c'est déjà pas mal. Vous pourrez je pense que la vidéo est déjà pas mal longue. Ouais, la vidéo est pas mal longue. Ça fait beaucoup là, non? Vous pourrez reposer des questions. Oui, bah, exactement. Voilà. Et ben, si cette FAQ vous a plu, vous posez des questions. Vous mettez toutes vos questions en dessous de cette vidéo-là, et puis on fera une deuxième FAQ. J'irai ce coup-ci à Paris. Voilà. Tu viendras chez moi dans mon bureau. Vous n'oubliez pas de vous abonner aux pages Instagram, Facebook, les chaînes YouTube, celle de Valentin, RSM Alsace, RSM Concept. Après, il y a PACA, il y a Alsace, il y a Sud-Ouest, il y a Vendée, Guadeloupe, il y a sur les pages Instagram, vous les trouvez toutes. Vous vous abonnez, c'est ultra important. J'insiste là-dessus parce que c'est ultra important pour le référencement, pour que de nouvelles personnes connaissent notre travail. Et vous n'hésitez pas à partager cette vidéo le plus possible. Et puis bon, là, on a beaucoup parlé en programmation, préparation amateur. Pour tous les RS Monitors. Oui, voilà. Les RSM Concept, les RS Monitors, vous venez vers moi. Là, c'est le dieu du RS Monitor. Enfin, quand je dis c'était ton travail est quand même remarquable. Écoute, tu fais des trucs super propres, c'est sérieux, c'est sous garantie, c'est rapide. Enfin, voilà. En fait, de la même manière que Valentin s'est pris la tête jour et nuit, moi, j'ai décortiqué les slots des RS Monitors pour arriver à quelque chose aujourd'hui, quelque chose de propre. Et encore aujourd'hui, j'y apporte quelques améliorations de manière à proposer toujours un petit truc. Et on les associe à nos cartos. Mais ça, c'est... Bon, on va essayer de finir sur ça, mais il faut bien que les gens comprennent que quand ils viennent chez RS1 ou chez RSM Concept, quand ils payent une somme, ils payent pas juste pour la carto, ils payent pas juste pour un slot. Ils payent pour tout le service qui est autour, de la prise de contact jusqu'au SAV en passant par la programmation, le petit café quand t'arrives, la facture, TTC, voilà. C'est toute une chose, c'est tout un ensemble de services que vous payez, et vous payez pas juste une carto et cassez-vous. C'est pareil pour les RS Monitors. Quand vous lâchez plusieurs centaines d'euros pour faire un RS Monitor sur un écran, bah voilà, Boris il vous fait ça rapidement, il vous le personnalise jusqu'au bout, il vous le renvoie rapidement. Bref, c'est hyper carré, c'est garanti. Voilà, c'est tout ça que vous payez en fait. C'est pas juste le produit en lui-même, c'est tout ce qui gravite autour. Le service qui va autour. Et en plus de ça, on n'est pas si cher. Non, non. Quand on regarde nos tarifs en programmation, pour un travail ultra qualitatif, on est moins cher que, alors j'aime pas dire ce mot-là, que la concurrence. On fait pas concurrence aux gens, on n'aime pas la concurrence. On est moins cher que nos confrères, on est moins cher que nos collègues. Pour un travail plus spécialisé, je veux pas dire meilleur. Pour un travail beaucoup plus spécialisé, plus abouti, plus personnalisé. C'est normal, c'est notre métier de faire ça. Voilà. C'est notre créneau d'essayer de personnaliser. Exactement. Bon, nos clients, de toute façon, le savent bien. On peut répondre à des messages pratiquement tout le temps, que ce soit sur tous les canaux de communication. Voilà. Dernière chose, comme on le disait à un moment, Valentin a ouvert sa boutique. N'hésitez pas à aller sur son shop, vous servir ce dont vous avez besoin. On va voir pour ouvrir un shop sur mon site internet aussi, qui devrait évoluer dans quelques temps, de manière à avoir aussi une petite boutique. Alors moi, vous y trouverez certainement pas les mêmes produits que Valentin, ça n'a aucun intérêt, mais vous pourrez peut-être y trouver des t-shirts, des stickers, peut-être des RS Monitors à la demande. On verra un peu comment on construit tout ça. Donc vous voyez, on continue à réfléchir à comment évoluer et vous proposer de nouvelles choses. On a fait le tour, je crois que c'est bon. Je crois que c'est bon. Ouais. On vous dit à très bientôt. À bientôt, Faites attention à vous, vous nous contactez, les réseaux, vous écrivez des mails, vous likez, vous partagez, etc. Allez. Et si jamais on vous a pas répondu, relancez-nous. Ça arrive. On zappe un peu, on n'est pas le temps. Oui, si on répond pas au message, des fois, c'est parce que voilà, on l'a zappé, on est passé sur un autre, mais on vous a pas oublié, c'est qu'on n'a pas forcément le temps, donc n'hésitez pas à nous relancer, c'est très important. Allez, bye. Ciao. Ciao.